Il a sorti une marmite, a placé la tête de Lisa dans la marmite, l'a remplie d'huile, l'a portée jusqu'à la cuisinière, l'a couverte, a allumé la cuisinière et l'a laissée cuire. Que des marques ont été laissées sur ses côtes, 12 d'entre elles, des marques allant de l'égratignure à la coupure complète. Le médecin légiste vous dira que la cause de sa mort est la suivante. Des blessures multiples causées par des objets tranchants qui ont endommagé ses poumons, son foie et ses reins. Il a subi une blessure à l'omoplate qui est l'épaule. Et c'était une blessure si grave qu'un fragment d'un instrument contondant a été laissé dans le tissu musculaire à côté de l'os. Il a subi des blessures abdominales. Il a donc été attaqué de face, ainsi que par l'arrière. Vous allez entendre un témoignage selon lequel la plupart des coups de couteau ont été portés à l'arrière du corps, de son corps. Ses mains ont été coupées au niveau des poignets et vous allez entendre qu'il y avait beaucoup de traces de sang dans cette salle d'exercice, ce qui indique qu'il y a eu une violente lutte acharnée. Dans un coin de la pièce, des traces de sang montrent qu'il y a eu des mouvements d'agitation et cela a laissé non seulement des traces de sang, mais aussi des traces blanches et des gouttelettes sur 2 murs de la pièce et des taches de sang étendues sur la moquette. Vous entendrez qu'il a subi des blessures défensives sur ses 2 mains, et ce qui indique qu'il se battait, qu'il s'est battu pour sa vie et que ses mains ont été tranchées. Et vous allez voir des photographies et entendre des témoignages sur la nature et l'étendue de ses blessures. Après qu'il ait été assassiné, le tueur l'a déshabillé, a méticuleusement enlevé ses vêtements, ses chaussures, son pantalon, sa chemise et sa veste et les a laissés en tas sur la moquette. Il a laissé les cigarettes de Joël Signor sur le dessus du tas. Elles étaient tachées de sang. Il a laissé ses mains dans la pièce. À un moment donné, Lisa Guy est rentrée à la maison et elle aussi a été victime d'une violente agression. Et vous allez entendre des témoignages et voir des preuves de ses blessures. Elle a été poignardée 31 fois et elle a subi de graves blessures aux côtes. Elle a 21 côtes cassées, 21, et 9 de ces côtes ont été sectionnées. Et vous entendrez un anthropologue légiste vous parler de la diversité des blessures sur ses côtes, indiquant non seulement des marques de coupure, d'égratignure, de sectionnement, mais aussi des preuves que l'instrument tranchant utilisé pour la poignarder s'est tordu dans le cartilage de ses côtes. L'une de ses côtes a été fracturée à la suite d'un traumatisme contondant, non pas par un objet tranchant, mais par un objet contondant, ce qui indique qu'une pression a été exercée sur ses côtes, et vous entendrez que la plupart de ces blessures se sont produites dans son dos. Une blessure à la clavicule. Et un coup de couteau, et elle a reçu plusieurs coups de couteau dans la fesse. Vous entendrez des témoignages indiquant qu'il y avait des preuves dans le hall supérieur, en haut de la cage d'escalier, de l'étage inférieur à l'étage supérieur, qui indiquent que c'est là que son meurtre a eu lieu. Des taches de sang sur les murs, des traces de gouttes, des marques qui indiquent un spray peut-être. Et comme Joël, ses vêtements lui ont été enlevés. Ils ont été coupés et laissés dans un tas sanglant sur une grande tache de sang sur la moquette. On vous dira que les ciseaux ont été trouvés là, ainsi qu'un couteau. On vous dira qu'il y avait également 2 couteaux dans la salle d'exercice.
Donc, à un moment donné, après le meurtre de Joel Sr. et Lisa, le tueur s'est attaqué à leur corps. Les bras de Joel Sr., les deux, ont été coupés au niveau de l'articulation de l'omoplate. Ses deux jambes ont été enlevées au niveau de la hanche. Son pied droit a été enlevé au niveau de la cheville. Et comme vous le savez, ses mains, bien sûr, ont également été enlevées au niveau du poignet. Lisa s'est vue retirer ses deux bras de son torse au niveau de l'épaule. Ses deux jambes ont été coupées sous le genou. Sa main droite a été coupée de son bras et le tueur lui a coupé la tête. Vous entendrez le témoignage d'un anthropologue légiste qui vous dira que sa tête a été brisée à partir d'une partie de la colonne vertébrale appelée l'atlas. Un traumatisme contondant a été appliqué à son cou avant que sa tête ne soit séparée de sa colonne vertébrale. Après avoir enlevé les membres de ces personnes, le tueur les a placés séparément dans 2 conteneurs bleus en sterlite de 45 gallons. Vous entendrez des témoignages et verrez des preuves de l'endroit où cela a eu lieu. Et vous apprendrez que dans la chambre principale de leur maison, une bâche en plastique a été placée sur le sol. Et ces bacs en plastique bleu ont été placés sur la bâche. Le tueur a mis les parties du corps de Lisa dans l'un d'eux. Et il a mis les parties de Joel dans l'autre. Puis il les a recouverts d'une substance corrosive et il les a laissés là pour se liquéfier en une sorte de ragoût diabolique de restes humains. Ensuite, le tueur a pris la tête de Lisa et l'a portée en bas et l'a emmenée dans la cuisine. Il a sorti une marmite, a placé la tête de Lisa dans la marmite, l'a remplie d'huile, l'a portée jusqu'à la cuisinière, l'a couverte, a allumé la cuisinière et l'a laissée cuire. Notre position est que M. Guy n'a pas d'antécédent en ce qui concerne les accusations d'abus de cadavres et qu'il s'agit de ses premières accusations. Nous pensons donc qu'il n'y a pas de raison significative, pas de facteurs aggravants significatifs pour que ces peines soient supérieures à la peine minimale. Nous demandons donc la peine minimale en raison de l'absence d'antécédents. Je peux aller de l'avant et aborder, je suppose, les condamnations multiples. Je pense qu'il est évident que l'État cherche à obtenir des peines consécutives et c'est ce qu'il a écrit dans son mémorandum. Notre position est bien sûr qu'aucun des facteurs ne s'applique, sauf peut-être le numéro 4, qui est celui sur lequel il s'appuie, le délinquant dangereux dont le comportement indique peu ou pas d'égard. Notre position est, au minimum, que l'un des facteurs à prendre en compte est de savoir si des peines consécutives sont nécessaires dans les circonstances. Dans le cas présent, nous estimons qu'en raison de l'âge de M. Guy, au moment où il a commis ces crimes, il aura plus de 70 ans avant de pouvoir sortir de prison, même en cas de peine concomitante. Notre position est donc que des peines consécutives ne sont pas, en fait, nécessaires dans ce cas, compte tenu des circonstances. S'il passe 51 ans en prison et qu'il sort à l'âge de 70 ans, comme je l'ai dit, à la fin de ses 70 ans, il ne serait plus le danger que l'État pourrait prétendre qu'il est maintenant.
Nous demandons donc à la Cour d'exécuter toutes les peines concurremment. Très bien, y compris les arguments que nous avons entendus aujourd'hui de la part des parties, ainsi que l'impact supplémentaire sur la victime qui a été reçu. Je voudrais commencer par dire qu'il s'agit de l'article 4xxx. Le tribunal est tenu, dans ses décisions de condamnation, de prendre en compte la condamnation précédente. Tout accusé doit être puni par l'imposition d'une peine justement méritée par rapport à la gravité de l'infraction. Je pense que ce principe a beaucoup de poids en ce qui concerne la condamnation d'aujourd'hui. Il existe également d'autres principes, notamment celui de l'uniformité pour tous, pour tout le monde. Nous voulons éliminer les disparités injustifiées entre les personnes. Nous voulons aussi donner à la communauté l'assurance qu'elle examinera plus attentivement les antécédents criminels liés à la défense et qu'elle prendra des mesures pour encourager les efforts raisonnables lorsque c'est possible. Et comme il se doit, toutes les considérations telles que la race, le sexe, les croyances, la religion, l'origine nationale et la nationalité doivent être prises en compte. En tenant compte de tout cela, la Cour considère d'abord la manière dont ces peines devraient être purgées. De toute évidence, les meurtres sont automatiquement condamnés à perpétuité. La seule chose que le tribunal doit déterminer concernant la manière dont ces peines doivent être purgées, ce sont les accusations d'abus de cadavre, et il s'agit de criminels de classe E. La peine potentielle pour chacun de ces chefs d'accusation est donc d'1 à 2 ans de prison, avec un taux d'identité de 30%. Le tribunal constate que l'accusé n'a pas un long passé criminel. Son passé criminel est vierge, ce qui ne justifie pas une peine d'emprisonnement pour ces chefs d'accusation. Est-il nécessaire d'éviter la défécation d'une infraction grave? J'estime que ce facteur s'applique en l'espèce et pèse lourdement en faveur de l'internement. Il ne s'agissait pas simplement d'un cadavre maltraité où quelqu'un tue quelqu'un au cours d'un cambriolage et va mettre le feu au corps ou essaie de les enterrer. Il s'agissait de la forme la plus extrême d'abus de cadavre que j'ai vu en 25 ans. J'espère que ce sera la plus grave que j'aurai vue dans toute ma carrière, quelle qu'en soit la durée. Je pense donc que ce facteur justifie à lui seul l'emprisonnement pour abus de cadavre, alors que les autres ne s'appliquent pas vraiment, si ce n'est qu'ils ont un potentiel. Pour la réhabilitation ou le traitement. Dans ce cas particulier, je ne vois pas de potentiel de réhabilitation pour M. Guy. Je l'ai observé pendant le procès. Il n'a montré aucun remords ou désespoir en voyant ce qu'il avait fait. Très franchement, M. Guy, vous avez l'air d'être fier de ce que vous avez accompli. Je pense que nous avons beaucoup de personnes qui ont essayé de réhabiliter M. Guy et qui n'ont pas réussi. Je pense donc que ce facteur pèse en faveur de l'enfermement et de ses chefs d'accusation. Maintenant, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'argument pour les facteurs de renforcement et je ne pense pas qu'aucun d'entre eux ne s'applique. Le facteur de renforcement est simplement biaisé ou n'est pas lié à ceux-ci. Ce n'est pas comme si vous faire une équation mathématique et que l'on obtient 3 facteurs d'aggravation et aucun facteur d'atténuation. Et ensuite, une sorte d'équation. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans ce cas, rien qu'en considérant les faits, cela justifierait une peine au sommet de la fourchette pour chacun des chefs d'accusation. Maintenant, la question que doit trancher la Cour est de savoir si ces peines doivent être consécutives ou non. Elles ne sont pas obligatoirement consécutives et la Cour doit donc envisager la possibilité de peines consécutives discrétionnaires. Non seulement le tribunal doit estimer qu'une personne est un délinquant dangereux dont le comportement indique peu ou pas de considération pour la vie humaine, ce que je fais dans ce cas. Il n'a pas hésité à commettre des crimes. Le risque pour la vie humaine est élevé. En fait, son objectif était de mettre fin à la vie humaine. Il faut également tenir compte de ce que nous appelons les facteurs Wilkerson et des circonstances entourant la défense de la commission aggravée. Ainsi, lorsque nous examinons les chefs d'accusation de meurtre, j'estime qu'ils sont aggravés. Je trouve qu'ils sont aggravés. Monsieur Guy a été poignardé 42 fois dans le torse. De l'acharnement diabolique. Et la mesure qu'il a prise pour essayer de se débarrasser de leur corps,
était au-delà de tout ce qui serait nécessaire pour former un abus de cadavre. J'estime donc que les circonstances de cette affaire sont aggravées. Il est enfermé pour une période prolongée nécessaire pour protéger la société de la réticence de l'accusé à laisser le médecin aveugle. L'accusé a recours à une activité criminelle en présence d'une personne antithétique ou biologique. Dans ce cas, M. Halton a soutenu que ce facteur ne s'appliquait pas et que l'accusé devait avoir déjà bénéficié d'un soutien psychologique. Il sera septuagénaire si je le croise devant une fenêtre avant qu'il ne sorte de prison. Il est peu probable qu'il constitue une menace pour la société. Je suis sûr que M. Guy se détériorera physiquement au cours des 51 ans à venir. Mais même dans ce cas, c'est son esprit qui me préoccupe le plus. Il a certainement fait preuve d'un esprit malade et dépravé. Il n'est certainement pas malade mental. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il ne s'y est pas pris de manière très intelligente, mais quoi qu'il en soit, je pense que l'enfermement pour une longue période est nécessaire pour protéger la société, car je ne pense pas que l'esprit de M. Guy changera à un moment ou à un autre. Et enfin, je pense que si les esprits de M. Guy sont à libérer, et très franchement, même si c'était dans 300 ans, je ne pense pas que ce serait encore suffisant pour que l'on puisse raisonnablement s'y référer. Je me disais donc qu'il n'y avait pas grand-chose à dire à la cour. L'affaire parle d'elle-même. Je pense que M. Guy se croit beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est en réalité. Certaines des choses qu'il a dites dans cette lettre que l'État a présentée, où il menace d'aveugler un co-détenu pour avoir une cellule pour lui tout seul, n'ont pas été pensées. Il y a réfléchi et s'est excusé. Et donc, c'est juste un acte purement diabolique. Et il a été fait d'une manière vraiment inintelligente. Et je pense que c'est probablement ce qui dérangerait le plus M. Guy, que je dise qu'il n'est pas intelligent. Je suis heureux de me lever à l'attention des autres membres du panel. Hanover Storm. Joël Michael Guy et le Dr. Ramon Montero, 1, 4, 5. La Cour a déjà prononcé la peine d'emprisonnement à perpétuité pour le premier chef d'accusation. La Cour va intégrer le quatrième chef d'accusation dans cette peine de prison à perpétuité. Pour le deuxième chef d'accusation, la Cour a déjà prononcé une peine d'emprisonnement à perpétuité pour Lisa Guy, ainsi que pour les troisième et cinquième chefs d'accusation. Je vais ordonner que le deuxième chef d'accusation soit exécuté consécutivement au premier. Et pour le chef d'accusation numéro 6, abus d'un cadavre de Joel Guy, je vous envoie la peine maximale de 2 ans à exécuter consécutivement au chef d'accusation numéro 2 et un chef d'accusation à un taux de condamnation de 30%. Le chef d'accusation numéro 7, l'abus d'un cadavre de Lisa Guy, sera puni d'une peine maximale de 2 ans et 30%, consécutivement au chef d'accusation numéro 6. Il s'agit donc d'une peine totale de 2 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive, auxquelles s'ajoutent 4 ans.